j'ai, de façon hebdomadaire, assisté à des scènes de violence familiale, conjugale, entre ma mère et mon beau-père. J'ai très rapidement été attiré par l'idée d'être musclé, par l'idée d'être fort, parce que je me dis, il faut que je devienne un guerrier, quoi. Je me souviens, j'avais une dizaine d'années, mettre un coup de poing à un gars et un coup de tête à l'autre et m'ouvrir le front parce que je lui avais cassé la dent, quoi. Même si au fond de moi, j'en avais pas envie, j'étais en train de reproduire la situation. Souvent, les enfants sont très négligés quand il y a de la violence conjugale. Ils vont voir de la violence et leur mère va peut-être aller essayer de les rassurer en disant « c'est rien, c'est pas grave, ça va passer ». Ensuite, il y a peut-être une phase de lune de miel où tout va mieux et ensuite, ça recommence. Donc, il n'y a pas de logique dans la violence conjugale. Certains vont dans leur chambre, n'écoutent pas. D'autres vont essayer de s'interposer, peuvent être blessés dans les bagarres, mais ils vont de toute façon être dans cette impuissance. Et ça peut aussi se transformer en colère. Certains enfants sont très en colère contre leur mère si elle a vécu de la violence parce que d'un côté, ils se disent mais pourquoi t'es pas parti avant? Comme si c'était aussi simple de partir. Donc c'est important de leur dire c'est pas normal et tu n'es pas responsable de ce qui se passe. Mais ça suffit pas. Ensuite, il faut essayer de comprendre ce qui se passe pour arriver à des actes de violence et de faire un travail avec l'enfant et sa famille. Parce qu'on peut pas demander à un enfant de stopper ses comportements violents si on n'agit pas sur la violence qui se passe au niveau des adultes. Les seuls moments où mon père me donnait de l'attention, c'est quand mes belles-mères l'appelaient pour lui dire que j'avais fait telle connerie, que j'étais allé me battre là, qu'à l'école c'était n'importe quoi. Et là, il apparaissait. C'était des coups de ceinture, des coups de poing. Mais comme je dis souvent, je préférais la sensation de ses mains sur mon visage que son absence. Oui, c'est extrêmement touchant d'entendre parler et il explique bien le choix d'un enfant qui vit dans un contexte familial violent, l'absence ou les coups. C'est quand même deux choix assez difficiles. On le sait maintenant, la violence, c'est un apprentissage. Son père incarne son rôle de père, comme lui l'a sûrement appris à l'époque, seulement comme père autoritaire et qui va punir. Donc clairement, ces petits garçons apprennent leur masculinité en regardant leur père. On a bien plus de chances d'avoir recours à la violence si on a eu un père violent ou des parents violents et que c'était le seul exemple de résolution des conflits qu'on a vus. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui ont eu des parents violents vont devenir violents, puisqu'ils vont trouver d'autres modèles, que ça soit dans la famille, que ça soit à l'école, que ça soit chez des amis, sans violence, et dire « ah oui, ça existe ». Mon comportement avec les femmes, c'était si on m'écoute pas, je commence à monter le ton, je commence à être pas très sympa dans mes paroles, pas forcément vulgaire, mais incisif, autoritaire. Ça m'est arrivé une fois de mettre une claque. Elle m'avait trompé. Et je pense que j'étais pas le bon gars à qui faire ça. Et donc moi, j'ai réagi par une claque. Je le regrette. Je comprends mon cheminement émotionnel, mais c'était pas à faire. Aujourd'hui, si on me trompe, franchement, je vais être triste, mais je ferai jamais ça, quoi. Souvent, les auteurs disent « mais vous savez ce qu'elle m'a fait, à quel point elle m'a fait mal ou à quel point elle m'a humilié ». Ils ont l'impression d'être blessés ou de perdre le contrôle. Ça va renvoyer souvent à une émotion d'enfance qui n'a jamais été très bien gérée ou à une situation de négligence dans l'enfance. Et ça va être une douleur vraiment énorme qu'ils vont ressentir. Et comme ils ont cette incapacité de gérer cette émotion-là, une des manières de la gérer, c'est de commettre un acte violent sur l'autre. Mais en fait, souvent, ce qui s'est passé dans la situation n'a aucun rapport avec l'ampleur de la violence qui est déclenchée sur la victime. Le kickboxing, le MMA, le sport, ce sont des violences, oui, mais qui sont consenties entre deux protagonistes. Et j'ai trouvé que le paradoxe était assez fort du combattant qui est violent dans un cadre vraiment très légiféré, comparé aux violences faites aux femmes. Toi, quand tu ris à la blague sexiste de ton patron pour ne pas le vexer, est-ce que tu as pensé à celle qui s'est sentie humiliée? Et moi, quand je me cache derrière l'idée que les violences, ce sont les autres et que je n'ai rien à me reprocher, est-ce que là, je suis un homme? Un vrai? On n'est peut-être pas tous coupables, mais on est tous responsables. Donc, le message que je voulais faire passer, c'était la déconstruction de cette mauvaise image de la virilité et surtout un message de soutien aux femmes pour leur montrer que vous n'êtes pas seuls. Des hommes pensent à vous, des hommes vous soutiennent et ça va changer. Ayez confiance. Je pense que les hommes doivent prendre la parole contre les violences envers les femmes. C'est vrai que d'avoir quelqu'un comme cet athlète-là qui incarne
la virilité qui incarne ça, mais avec un autre message, puisque aujourd'hui les violences sont commises majoritairement par des hommes sur des femmes. La responsabilité des hommes, c'est de s'insurger publiquement, de dire stop, on n'est pas d'accord. Si t'as pas la chance de rencontrer les bonnes personnes, de lire un bouquin qui te canalise ou qui t'aide à comprendre, à faire la paix avec tes émotions, eh ben tu peux malheureusement peut-être rester éternellement un garçon agressif. On ne désapprend jamais la violence par la violence. On désapprend la violence souvent, dans un premier temps, se sentant compris. Il faut la sanction et la compréhension. Il y a des auteurs qui veulent changer, qui n'ont pas envie de perdre leurs femmes ou leurs enfants. Nous, on va faire un chemin avec eux pour comprendre comment ils en sont arrivés là. Et surtout pour comprendre comment faire très vite différemment. Comment éviter la récidive. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps juste avant que tu passes à l'acte? Ça, c'est le premier travail, j'ai envie de dire assez simple, qui fait que quand tu sens ça, maintenant tu sors. Travailler sur le stop, de se mettre d'accord que quand ça va trop loin, je peux dire stop, on reprend la discussion après. C'est des petites stratégies qui permettent de pas entrer dans cet engrenage-là. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'auteurs qui arrivent, qui disent non, moi j'ai aucun problème, c'est la police, c'est la justice, c'est ma femme qui a un problème, et ceux-là vont venir une fois, ils vont repartir, et on va plus jamais les voir. On dit toujours que pour travailler, il faut que les auteurs reconnaissent que la violence pose un problème dans leur vie. Si le problème c'est l'autre, on va pas pouvoir travailler sur l'autre. Je pense qu'il faut surtout échanger avec ses enfants et puis montrer l'exemple aussi. C'est-à-dire que je peux pas dire bah non tu te tapes pas si moi je te tape en fait, tu vois. Ou sinon on se tape. Voilà, ou sinon on se tape. C'est pareil, s'il voit de la violence, il a de fortes chances de la reproduire en fait. Mais elle a tout dit. On peut ne pas être d'accord devant des enfants sans arriver à la violence. Et on peut être en conflit devant ses enfants, mais le conflit va pas amener la destruction de l'autre. En lui disant, mais tu vois, t'es nul, tu vaux rien, tu fais jamais rien de bien. Et là, si je tombe là-dedans, c'est que j'ai plus assez d'arguments dans le conflit. Et donc là, on va s'attaquer à la personne. Et là, on glisse dans le champ de la violence. Dans l'entreprise, moi, je suis arrivé engoncé dans ce costume d'homme viril, macho, brillant, étincelant, sûr de lui. Jusqu'au jour où, du coup, mon corps a switché. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans pouvoir rien faire. Et pendant des jours et des jours et des semaines, j'ai pleuré. C'était comme si tout recirculait à nouveau. Ça n'a pas été toujours agréable parce que mes croyances étaient vraiment bousculées, challengées. Et d'un autre côté, il faut reconnaître qu'il y a eu un soulagement extraordinaire. C'est souvent de se prendre un mur, si je peux dire ça comme ça, qui fait changer les hommes. Là, c'est vrai qu'il parle d'un burn-out. Il y a sûrement eu plein de signes avant-coureurs auxquels les hommes sont moins éduqués à faire attention. Un des premiers thérapeutes qui a monté les groupes pour auteurs, Jacques Brouet, m'avait demandé « T'as déjà réfléchi à la pression que c'est d'être un homme ?» Et c'est vrai que c'est une question à laquelle j'avais pas réfléchi. Si je dis ça, c'est parce que c'est la pression qu'on se met, d'être parfait, d'être un meneur, de tout tenir. Mais quand on se met cette pression dans un rôle comme ça veut aussi dire que on fait pas confiance à l'autre. On voit certains hommes qui tuent leurs femmes et leurs enfants quand ils ont perdu leur travail. C'est comme si leur existence même n'avait plus de valeur. De nouveau, une pression avec cette idée fausse de la masculinité que je dois être comme ça, sinon je suis plus un homme et sinon je ne mérite pas, même pas d'exister. Et j'ai tellement honte que je vais aller même détruire ma famille parce que je veux pas qu'ils voient ça ou qu'ils vivent ça. Ça enferme dans une solitude qui peut pousser à des passages à l'acte. Celle-là, elle est fantastique. Je dois avoir 13 ans, des armes un peu partout. Militaire, Rocky. Que des hommes très musclés, en débardeur. C'est à cette époque-là que tu te sentais mal dans ta peau ? Ouais. Ouais, c'était compliqué. À la maison, il y avait... les émotions n'avaient pas toute leur place. Si tu veux, même si je suis souriant, je me sentais pas bien à l'intérieur, Oui. C'est pas la meilleure période de ma vie. Ce père qui parle avec son adolescent, qui parle de comment il était, qui parle de l'impact de tout ça. Je pense que c'est important pour aborder ces thèmes. On le fait très peu. Si on offre ce temps de partage, il faut pouvoir écouter. C'est-à-dire qu'on peut pas être dans quelque chose de rigide où si l'enfant a peur de ses parents, on va pas pouvoir partager. Le temps de partage, on peut le faire que si le climat familial est sécure. Chaque enfant va rencontrer des situations de violence dans sa vie. C'est pas dans sa famille, ça va être à l'école ou dans la rue. Enfin, à un moment donné, comme victime, auteur ou témoin, tout le monde est confronté à ça. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est ça sur quoi on doit ouvrir le dialogue.